Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en effet quelques mots sur le LabEx Medalis, centre de recherche du médicament qui est localisé à Strasbourg. Et ensuite, je vous présenterai un exemple de développement qui a été réalisé. Donc, tout d'abord, le challenge de Medalis, c'est de développer un réseau de recherche académique autour du médicament. Bien sûr basé sur de la recherche innovante, bien sûr pour être un créateur de start-up et de passer ces informations pour créer cette force qui anime les futurs entrepreneurs, mais aussi pour être un véritable partenaire des industries pharmaceutiques. Personne ne travaille pour l'autre, on travaille ensemble et on espère être un véritable partenaire. Donc le but, eh bien, c'est de combler des besoins thérapeutiques dans des niches où peut-être les industriels ne vont pas aller tout de go. Donc voilà, c'est notre terrain d'apprentissage. Et évidemment, de pouvoir utiliser, valoriser l'énorme potentiel qu'il y a dans les laboratoires académiques, nos laboratoires fourmis non seulement d'idées, mais aussi d'outils de développement et de molécules, tout simplement, qui sont dans les placards et qui ne sont pas utilisées ou mal utilisées, en tout cas pas développées. Notre domaine d'intervention, c'est le cancer et l'inflammation. On ne s'interdit pas, si par hasard on trouvait un terrain intéressant dans l'infectieux, de s'y attacher, mais le terrain est déjà très vaste en touchant ces deux grands domaines d'application. Donc Medalis, eh bien, c'est 11 équipes académiques qui sont toutes dans des laboratoires labellisés, hein, donc des UMR, CNRS ou des unités INSERM, environ 200 personnes, donc la moitié d'étudiants et de postdoctorants, hein, ce qui montre le vivier. Et notre grande particularité, c'est que la moitié d'entre nous sont étiquetés chimistes et l'autre moitié biologistes. Et nous fonctionnons tout le temps ensemble, comme on vient de le dire, à partager nos idées. Il n'y a pas quelqu'un qui domine sur l'autre. Les idées peuvent venir des biologistes comme elles peuvent venir de la personne ou du groupe de chémo-informatique, etc. Donc on a tous, c'était un peu le droit d'entrée dans le LabEx, on a tous eu bien sûr des succès en sciences fondamentales, mais également déjà antérieurement dans le domaine du transfert de technologie, de la création d'entreprises, voire pour certains d'entre nous des molécules qui sont déjà sur le marché. Ça, c'était très important. Voilà un certain nombre de start-up que nous avions déjà créées antérieurement à la création du LabEx. Et comme vous le voyez, avec des revenus générés qui sont quand même importants à partir des licences de nos brevets. Ça, c'était le droit d'entrée parce que nous voulions que réellement on poursuive, sauf que là, tous ensemble, dans cette voie de création d'entreprises, création de richesses et des emplois. Donc nous avons 3 projets principaux qui avaient été examinés par le jury international. Donc dans le domaine de la PARP, qui est une enzyme qui intervient dans la réparation de l'ADN, des tests prédictifs de l'efficacité de traitement de certains cancers, donc dans le cadre d'un grand projet de médecine personnalisée. Et puis en dernier lieu, des méthodes, plutôt basé non pas là sur la molécule, mais sur la méthodologie de screening de molécules à haut débit par des approches de microfluidique. Donc là, c'est les 3 projets phares. Et nous avons 11 projets émergents qui ont été définis après des appels d'offres avec jury international extérieur et qui ont donc été sélectionnés, qui reçoivent des moyens à ce moment-là plus modérés pendant 1 an. Et puis là, on se dit, voilà, c'était une idée, elle est bonne, on continue, elle n'était pas bonne, c'est vraiment pas grave, on arrête et on fait autre chose. Donc là, liberté de créer sans avoir a priori déjà des résultats préexistants, ce qui est le fait de tous les appels d'offres aujourd'hui. Donc là, vraiment, innovation, on se laisse aller, on crée, on innove. Et puis si c'était pas bon, c'est tout, on arrête et puis on fait autre chose.
Donc la position de Strasbourg pour faire tout ce grand projet est bien sûr importante. Vous le savez certainement, Strasbourg a une place privilégiée pour ses laboratoires et ses compétences en chimie et en biologie, en pharmacologie. Dois-je vous rappeler que nous avons quand même trois prix Nobel actuellement, un certain nombre de LABEX, Equipex, IHU, des ERC pour nos seniors et juniors pour nos chercheurs. Nous avons Alsace Bio-Vallée, qui est un pôle de compétitivité à dimension mondiale. Nous avons un certain nombre d'entreprises du médicament. Elles sont listées ici, il y en a d'autres également. Nous avons un environnement trinational vraiment très privilégié avec la proximité de l'Allemagne et de la Suisse, encore une fois dans le médicament, des institutions européennes et une SAT qui peut nous aider à valoriser nos innovations. Donc l'effet marquant depuis notre création, c'est d'abord un projet pédagogique. Nous le souhaitons très fortement, donc dans le domaine toujours autour du médicament. C'est une école de l'innovation dans laquelle Jacques est impliqué très très fortement. Ensuite, nous sommes également impliqués dans un programme MD, PhD. C'est très important également d'associer les médecins pour qu'ils puissent faire une véritable thèse de science, comme on le fait dans les pays anglo-saxons, donc, et pas bricoler à côté de leurs études de médecine, bricoler quelques heures pour faire une thèse en sciences qui soit, je ne dis pas au rabais, mais qui soit voilà, vraiment à côté. Donc là, un vrai programme, et ça nous fait des médecins à très haute valeur ajoutée dans les domaines scientifiques. Et puis au niveau de la recherche translationnelle, la valorisation, bien sûr, des brevets, déjà 2 projets en prématuration et un projet en maturation, donc avec des moyens cette fois bien plus importants, avec des centaines de milliers d'euros qui appuient ces projets, un trophée de l'innovation de l'INPI, et puis déjà 3 start-up créées, donc une en 2012, une en 2013, et puis une qui sera créée en mars 2014. Donc le titre de cette session était « Comment découvrir des nouveaux principes actifs avec des tests cellulaires, tissulaires et des modèles animaux simples ». Voilà, un challenge, hein, vous l'avez compris. Je vais vous présenter un exemple. Mais il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de molécules qui sont utilisées, tout simplement, elles ne sont pas spécifiques de cible. Elles agissent contre un ensemble de mécanismes. Évidemment, moins on est dans le spécifique et plus les effets secondaires sont importants. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de trouver la molécule, au sens large du terme, qui soit évidemment efficace, qui soit spécifique, qui ait une bonne biodisponibilité, très important, qui évidemment soit le moins toxique possible, qui soit également stable et soluble, des challenges quand on développe des molécules, qui soit le moins immunogène possible, voire pas immunogène, et qui ait un coût raisonnable. Donc, ceci part d'une excellente recherche fondamentale de base pour connaître les différentes cascades d'activation. Donc la recherche fondamentale, connaître bien la physiopathologie, et c'est seulement si on connaît au plus près, comme on vient de le dire d'ailleurs, plus près la maladie et les éléments importants qui sont les briques de cette pathologie, que l'on va pouvoir designer et trouver une molécule qui va avoir toutes les particularités dont on vient de parler. Donc, en ce qui concerne le peptide que nous avons développé, qui s'appelle P140 ou Lupusor, qui est un candidat médicament pour le lupus, une maladie auto-immune extrêmement complexe, qui affecte environ 5 millions d'individus dans le monde, eh bien, au départ, alors là, on parlait tout à l'heure d'éléments ou de cascades d'événements très contrôlés, eh bien là, encore une fois, c'est le hasard. Et je pense qu'il faut quand même des fois aussi mettre le hasard et la chance dans la découverte de médicaments innovants. Hein, tout n'est pas forcément toujours programmé dès le départ.
Donc, à l'époque, nous recherchions un peptide qui était reconnu par les lymphocytes T de souris auto-immunes, parce qu'on n'en connaissait aucun. On a screené des molécules avec des peptides chevauchants de certains antigènes que l'on pensait importants. Et puis, on a trouvé un peptide qui était très bien reconnu par les lymphocytes T de ces souris. Alors, on a commencé à travailler pendant des années, là aussi, c'est beaucoup d'études, et on est arrivé à modifier ce peptide, à lui insérer des modifications post-traductionnelles. Certaines ont été complètement inefficaces, et puis il y en a une qui a été importante, qui était une phosphorylation sur une sérine de résidu 140. C'est pour ça que le peptide s'appelle P pour phosphorylation 140. Et ce peptide, administré à des souris qui développent la pathologie, eh s'est montré très efficace. Il diminue la protéinurie, qui est un signe très important développé donc, par ces souris, diminue la production d'anticorps marqueurs que l'on retrouve également chez les patients, qui sont des anticorps anti-ADN, et puis diminue toute une série de signes cliniques très caractéristiques. Donc, ce qui est important, c'est ici, comme vous le voyez, l'amélioration de la survie de ces souris, qui est quasiment doublée. Donc, de manière, c'est très impressionnant parce que c'est un modèle de souris qui développe une maladie très sévère. Et puis, elle développe également une hyperprolifération cellulaire dans le sang périphérique. Et vous voyez qu'après traitement, eh bien, on revient à un niveau de base qui est équivalent à ce qu'on trouve chez la souris normale. Donc, il y a toute une série de go-no-go et je crois que c'est important de vous les faire partager. Donc, dans notre cas, pour essayer d'aller plus vite dans la détermination d'un peptide efficace, eh bien, le premier test, il faut, pour trouver cette molécule intéressante, eh bien, c'est un test qui doit être un test, alors quand je dis validé, c'est validé labo, hein, c'est pas validé comme on l'entendait tout à l'heure, je reste au niveau du laboratoire de recherche. Hein. Donc un test validé, fiable, sensible, robuste, parce qu'il faut qu'il soit extrêmement répétitif, quel que soit l'individu qui le réalise, éventuellement automatisable. Et donc dans notre cas, c'était un test qui mesurait les cytokines qui étaient sécrétées par les cellules en présence de toute la batterie de peptides. Ensuite, quand on a trouvé un certain nombre de peptides qui entrent dans cette catégorie, c'est un deuxième test fonctionnel pour éliminer encore un peu des molécules. Et dans notre cas, c'était un test de liaison des peptides à des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on est toujours dans l'in vitro et c'est un deuxième test plus fonctionnel. Et puis ensuite, seulement quand on a bien réduit le nombre de peptides que l'on a dans sa batterie, eh bien, c'est le premier test in vivo. Mais là, donc on a mis plusieurs mois à trouver le test adéquat et le test qui, à nouveau, sera robuste, qui soit rapide. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre des mois pour avoir la réponse. Donc là, déjà, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il nous faut des souris malades, hein, et il en faut un certain nombre pour que ce test soit statistiquement relevant. Donc, dans notre cas, c'était la mesure des cellules en périphérie, donc dans le sang des souris. Et puis enfin, eh bien, il y a un test que l'on peut qualifier de préclinique, donc sur la souris. C'est un test de protection des animaux. Et dans notre cas, eh bien, ça dure 8-9 mois, ce qui est assez long. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir réduit à ce moment-là le nombre de molécules à tester. Donc, un autre paramètre très important, c'est dès le départ, quand on commence à travailler sur ces peptides, en l'occurrence, c'est une facilité de synthèse. Il ne faut pas que votre molécule soit tellement difficile à synthétiser qu'elle n'a finalement aucun avenir. Il faut qu'on puisse la produire en grande quantité. Il faut qu'elle soit soluble et stable. Donc tous ces requis-là entrent évidemment dans le choix des peptides dès le départ. Il ne faut pas qu'elle soit toxique, et ça se teste au niveau de la cellule puis de l'animal. Il faut que sa pharmacocinétique soit favorable, hein, parce que si la molécule est éliminée au bout de 3 minutes, évidemment, elle n'aura pas eu le temps d'agir sur sa cible et de faire le job pour lequel elle est destinée.
et cela en fonction de la voie d'administration. Il faut qu'elle ne soit pas immunogène, sinon vous ne pourrez pas répéter les administrations, et en fait, enfin, le coût doit être raisonnable. Et je pense que ce qui est vraiment aussi déterminant, c'est d'avoir un modèle animal qui soit tout à fait relevant par rapport à la pathologie. Et là, c'est encore une autre affaire, parce qu'on n'a pas toujours ce modèle qui permet de passer de la paillasse, de l'in vitro ou du cellulaire à l'homme. Si on n'a pas les expériences chez l'animal, eh bien, évidemment, on a beaucoup de mal à continuer. Donc le peptide en question a été, on a eu la chance de rencontrer un industriel qui a trouvé que nos résultats précliniques étaient suffisamment intéressants pour engager des études chez l'homme. Donc là, voilà, le processus classique, phase 1, phase 2A, phase 2B. Et donc les résultats de la phase 2B de notre peptide ont maintenant été publiés. Donc nous avons un taux de répondeur de 62% chez les patients lupiques, versus 38% des placebos. Là aussi, hein, dans ce genre de maladie rhumatismale très douloureuse, la partie placebo est très importante, il faut en tenir compte. Donc nous avons un impact clinique qui est intéressant, un petit P qui est bon, qui n'est pas exceptionnel, mais dans d'autres essais, dans ce genre de pathologie, on a rarement mieux. Ici, quelque chose d'intéressant également, une autre phase 2B qui a été réalisée, mais au lieu de mettre comme excipient du mannitol, il a été mis du tréhalose. Et on voit que cette étude n'a pas du tout marché. Et donc maintenant, nous avons engagé toute une étude et on vient d'envoyer un article pour expliquer scientifiquement, biologiquement, cellulairement, pourquoi le tréhalose était contre-indiqué dans ce cas-là. Donc pas du tout marché. Et ici, j'ai mis en regard des résultats d'une phase 3, enfin de plusieurs phases 3, qui ont abouti ici à un anticorps thérapeutique utilisé dans la même pathologie et qui vient d'être agréé après 50 ans de vide en termes de nouvelles molécules pour cette pathologie. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons les résultats de l'étude à 5 ans qui sont extrêmement positifs. Même parmi les non-répondeurs de l'époque, nous avons aujourd'hui des résultats très, très, très favorables, avec des gens qui semblent, qui n'ont plus de traitement du tout parce qu'ils sont en complet recovery. Et la phase 3 est programmée avec l'accord d'un fast track, d'une procédure accélérée par la FDA. Le mécanisme d'action de la molécule, maintenant, commence à être bien connu. Encore une fois, quand on a ce genre de résultats, ce que l'on nous demande et sur lequel on insiste, c'est de connaître le mieux possible le mécanisme d'action. Une molécule aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait il y a 50 ans, une molécule aujourd'hui, même si elle marche, il est absolument crucial de connaître son mécanisme d'action. Donc on le connaît aujourd'hui de mieux en mieux avec son mécanisme d'entrée dans la cellule, comment il interagit pour aboutir à la fin à une diminution de la production des anticorps qui sont des auto-anticorps qui sont délétères et qui se fixent dans les tissus des patients. Donc tout ceci fait l'objet de publications, parce que là, les chercheurs, on peut continuer à publier ce genre de choses. Au contraire, c'est même souhaité. Et la particularité de notre molécule, c'est qu'elle agit très en amont, comme vous le voyez, de la cascade d'événements qui aboutit à la diminution de la production des auto-anticorps, alors que toutes les stratégies actuelles agissent beaucoup plus en aval de cette cascade. Et nous pensons qu'il est important d'aller immunomoduler plutôt que d'immunosupprimer et donc d'agir très en amont pour réguler toute cette cascade au lieu d'agir sur la fin du processus. Donc ça, c'est, je pense, notre force. Et juste encore un mot sur l'utilisation de peptides, qui a souvent été rejetée par la communauté. Donc au niveau du laboratoire, les peptides, évidemment, se font sur des petites quantités. On en fait quelques dizaines de milligrammes. Au niveau industriel, comme vous le savez, les peptides peuvent se produire de manière extrêmement calibrée, très très contrôlée, en conditions GMP,
par centaines de kilos, voire tonnes, si c'est nécessaire, avec évidemment des process complètement, évidemment, en scale-up très, très différents, au niveau des lyophilisations, des productions. Il y a on passe, voyez, de quelques millilitres ici à des containers beaucoup plus grands, voire tellement grands qu'on monte à une échelle pour aller les alimenter. Donc, vraiment, le peptide aujourd'hui, qui peut se manipuler, qui peut être rendu résistant aux protéases, etc., a un futur très important. Et je voudrais vous remercier pour votre attention.